Allez, après une belle petite nuit passée dans les campagnes de Cahors, de retour à la ville, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le papillon vert, des gîtes et des gens, c'est maintenant. Nous voilà juste à côté du fameux pont Valentré de Cahors, un tout nouveau pont qui a été commencé plus ou moins dans les années 1974. Alors comme vous voyez d'ailleurs là-bas, il est toujours en construction, hein, le pont n'est pas encore terminé. Et son nom vient simplement d'un ouvrier de la commune qui était un peu dur de la feuille et il était toujours au milieu du pont, hein, voilà. Alors que normalement il devait travailler là-bas. Et ses collègues n'arrêtaient pas de lui dire « Mais non, le pont va l'entrer, va l'entrer !» Voilà, c'est l'histoire du pont va l'entrer. Bon ben, j'ai trouvé un meilleur guide que moi qui va vous expliquer un petit peu l'histoire du pont Valentré parce que je crois pas que ma version soit la bonne. Bonjour, voilà, je fais ma petite présentation de l'historique du pont Valentré. Comme Yann s'est un peu mélangé les pinceaux, exprès j'imagine. Donc ce pont il a été construit au début du XIVe siècle et l'histoire veut que l'architecte de l'époque, qui était très sûr de lui, pensait terminer le pont dans un temps record. La seule chose que vous savez quand on est dans la rénovation, il y a beaucoup d'imprévus qui arrivent. Et celui qui avait commandé le pont, donc le chef de la ville de l'époque, qui était sans doute un religieux mais très carré. Si les choses n'étaient pas faites dans les temps, on risquait d'avoir un membre du corps qui passait à la trappe. Du coup, il était vraiment sous très haute pression. Et c'est à ce moment-là que le diable vient voir cet architecte et lui dit « Mais il n'y a pas de problème, ton pont, moi je te le termine comme ça, en un temps record. Par contre, rien n'est gratuit. Si tu veux que je termine ton pont, il faudra que tu me donnes ton âme en échange. » Et l'architecte, il a été convaincu par le charisme exceptionnel du diable et il accepte. Et parce que sur le moment, perdre sa tête ou perdre son âme, c'est plus ou moins pareil. Et du coup, le diable se met à l'œuvre et il termine le pont très vite. Et il arrive le moment où le dernier jour, il reste la dernière pierre à poser. Il se trouve en haut, la tour, là-haut, dans le coin. C'est la dernière pierre à poser. Mais entre-temps, cet architecte, il a parlé de son deal un peu foireux avec ses copains. Et ses copains lui disent « Mais arrête, tu t'es fait complètement arnaquer. Tu t'imagines, ton âme, tu vas la perdre. C'est pour l'éternité. Autant mourir, c'est moins grave. » Et là, l'architecte, ah oui, comment je me suis fait avoir, j'ai dû trop boire ce jour-là. Enfin bon. Et un de ses amis qui dit, bon, on va se débrouiller, il faut qu'on se débrouille pour que tu ne donnes pas ton âme au diable. La seule façon pour que ça arrive, c'est que le diable ne puisse pas terminer le pont. Il n'aura pas réglé sa partie du deal, et du coup, tu n'auras pas donné ton âme en échange. Et donc, il recommence à réfléchir, et le jour même où le pont doit être terminé, il ne reste plus que la dernière pierre à poser. Il y a l'architecte qui vient voir le diable, et lui dit, bon, je te remercie beaucoup, le pont est presque terminé, mais pour la dernière pierre, qui est très symbolique, j'aimerais que tu la fasses avec l'eau de la fontaine des Chartreux. Alors c'est une source naturelle qui coule à Cahors, qui est un peu plus loin, à peut-être 80 mètres du pont. Et l'architecte donne au diable un espèce de... C'est comme un sac en cuir pour ramasser de l'eau qui s'utilisait à l'époque, parce qu'on n'avait pas encore les sacs plastiques.
Et il dit, bon ben voilà, je te donne ça, tu vas jusqu'à la fontaine, tu me ramènes de l'eau. Avec cette eau-là, on fait le ciment pour caler la dernière pierre tout en haut de la tour. Et le diable il dit, bon ben t'es l'architecte, ok patron. Il y va en volant, il arrive là, il prend l'eau, il revient. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'architecte avait prévu le coup, il avait fait un trou juste de la bonne taille pour que tout au long du chemin l'eau s'écoule et quand le diable arrive au pont, il n'y ait plus d'eau. Et le diable, il ne comprenait pas, il a fait 2-3 fois le trafic et à la fin, il est arrivé épuisé, il n'avait pas d'eau. Et l'architecte commence à le regarder, c'est pas bien ça, hein. Là le temps coule là, et mon pont alors, qui c'est qui va le terminer? Bon, comme je vois que tu es à bout de souffle, je m'en charge. Du coup, il avait amené son échelle, il avait prévu son ciment, il est monté et c'est lui-même qui a posé la dernière pierre tout en haut. Et comme c'est lui qui a posé la dernière pierre, c'est pas le diable qui a fini le pont et donc il n'a pas dû avoir à donner son âme au diable. Et le diable, il était tellement dégoûté de s'être fait arnaquer, alors que d'habitude c'est dans le sens inverse. Fou de rage, tous les soirs, il vient, monte tout en haut et il enlève la dernière pierre que l'architecte avait posée. Et il a dit à l'architecte, vu que c'est comme ça, ton pont il sera jamais terminé. Et donc le pont Valentré est un pont qui n'est jamais terminé. Tous les soirs, le diable vient, enlève la dernière pierre et tous les jours, l'architecte revient et remet la dernière pierre. Voilà, c'est le pont interminé de Cahors. Putain qu'il fait chaud avec le soleil. Hein. C'est de l'eau gouvernementale, hein, parce qu'elle fait des lois. Bon, on est ici dans la rue du Tapis Vert. Donc, je voulais vous raconter la petite histoire qui se raconte sur cette ruelle qui est toute petite. Et on raconte qu'à l'époque médiévale, cette rue était la rue des jeux. Donc la rue du Tapis Vert, c'est pas le tapis vert pour s'essuyer les pieds, c'est le tapis vert où on joue aux cartes. Et bien sûr, c'était interdit à l'époque, mais les gens qui voulaient faire des jeux interdits venaient ici pour pratiquer les jeux. C'est une histoire qui se raconte, mais qui n'est pas vérifiée, mais bon, voilà, c'est l'histoire du coin. Et au passage, je viens d'y repenser, il y a une autre histoire qui est vraie, c'est dans cette ruelle, vous aviez avant une auberge très connue, l'auberge du Tapis Vert. Ça, c'est une vraie information historique. Et c'était l'une de ces auberges où, à l'époque médiévale, vous savez que le vin, à l'époque, il tournait très vite. On n'avait pas encore découvert que le soufre pouvait être utilisé pour conserver le vin. Du coup, très vite, le vin se transformait en piquette et les gens buvaient du vinaigre. Et donc, à l'auberge du Tapis Vert, ils avaient un crieur qui était dans la rue. Quand les gens passaient, il était là, il les rameutait les gens, il dit « Venez goûter le vin du Tapis Vert, de l'auberge du Tapis Vert, c'est un bon vin, je vous promets, et vous pouvez goûter. » Donc il servait aux gens qui passaient du vin, ils goûtaient, ils se rendaient compte que c'était pas de la piquette, pas du vinaigre, du coup ils rentraient à l'intérieur pour en consommer. Voilà, qui sort vrai. Alors ici vous avez la rue du Petit Mot. Donc c'est une rue qui est juste parallèle à la rue du Tapis Vert qu'on vient de quitter. Et vous voyez, c'est vraiment les rues de l'époque médiévale qui sont très étroites. Alors beaucoup disent que c'est d'influence byzantine, un peu comme dans les souks, ces petites ruelles qui laissent passer des courants d'air frais et qui servent beaucoup en temps de canicule, tout très serré. Et vous avez ce pan de maison en plein milieu qui avant était une passerelle. Peut-être qu'on pourrait avancer. Vous voyez cette maison-là? Avant, c'était ouvert ici. Donc vous aviez une passerelle, les gens pouvaient passer d'une maison à l'autre. Et dans tout Cahors, c'était comme ça. Et maintenant, voilà, elle n'existe plus et ça a été fermé pour faire une maison de plein pied. Et donc, cette ruelle-là, donc je vous raconte l'histoire, c'était censé être la rue des prostituées. Vous aviez les gens qui allaient jouer aux jeux interdits dans la rue d'à côté, puis venaient ici pour prendre un peu de plaisir. Et quand ils venaient pour rencontrer les prostituées, il arrivait des fois qu'il y ait des contrôles d'ordre religieux. Et bien sûr, c'était un péché de consommer, voilà, en dehors du mariage. Et du coup, les prostituées avaient prévu le coup, elles avaient un petit mot d'amour qu'elles avaient écrit. Et quand elles se faisaient contrôler, elles disaient « Mais non, c'est mon petit amoureux, on avait rendez-vous ici », elles montraient le mot en tant que preuve. Voilà, donc c'est la rue du Petit Mot.
Voilà, ici nous sommes devant le jardin mauresque, qui est l'un des jardins secrets de Cahors, et c'est celui qui est le plus difficile à trouver. Il est dans la rue du Petit Mot. Donc c'est un jardin où il y a un festival tous les ans super cool, pendant 3 jours avec guinguettes, danse, chants et beaucoup de choses qui se passent. C'est un jardin qui a été tropical. Vous avez beaucoup de plantes magnifiques à l'intérieur, une surface d'eau un peu comme au sud de l'Espagne. Voilà, d'inspiration mauresque, des bananiers géants. Et aujourd'hui il est fermé, manque de bol. Voilà, ici on est sur la place que j'appelle la place des chiens, parce qu'il y a une jolie fontaine avec des chiens qui normalement crachent de l'eau. Et l'été c'est très actif, c'est très chalandé, il y a beaucoup de gens qui viennent manger des crêpes, des gaufres et des glaces ici, et des gens qui viennent bouquiner. Voilà, très jolie petite place et très en retrait, un peu secrète ici. Et ici, nous avons un endroit aussi très particulier qui s'appelle l'archidiaconé. L'archidiaconé, ça donne accès à l'arrière de la cathédrale. Et c'est une partie justement que beaucoup de gens manquent parce qu'il faut faire le tour pour y avoir accès. C'est un endroit qui est ouvert souvent toute la nuit. Du coup, vous pouvez faire des balades nocturnes pour humer l'air frais du jardin secret qui se trouve à l'intérieur. Voilà, donc on est dans le courtil des moines, qui est un des jardins secrets de Cahors. Et c'est un jardin, donc vous avez tout ici est comestible. Vous avez des plantes médicinales, vous avez des fraises, vous avez du choucal, enfin, c'est à vous de visiter et découvrir. Et c'est un endroit très particulier parce que c'est ouvert, accessible à tout le monde, peu fréquenté, et vous avez tous les éléments pratiquement ensemble. Vous avez les murailles, de belles murailles millénaires, vous avez le ciel, tout étoilé la nuit, et vous avez la terre et la nature, et aussi le côté spirituel, l'esprit des lieux. Donc c'est un endroit que je vous recommande de visiter. Et nous nous retrouvons maintenant devant le gîte du Papillon Vert, qui est le gîte familial. Voilà, ici nous sommes à l'accueil du Papillon Vert, au rez-de-chaussée. Et je voulais juste vous présenter une illustration que notre ami René nous a fait l'honneur de faire à l'ouverture du gîte. Et nous pouvons monter les escaliers d'un gîte qui a environ 1000 ans. On a souvent chose de l'époque, mais le style y est toujours, avec les escaliers en colimaçon qui sont une spécialité de Cahors. Et je tiens à dire, pour les gens qui pensent que c'est raide, mais certains endroits, les escaliers sont tellement raides que vous pouvez debout toucher les marches suivantes. Donc ici, ça va encore. Maintenant, j'ai une petite histoire à vous raconter sur les nombreux pèlerins qui passent ici, qui chacun laisse une trace à leur façon, et nous avons aussi des artistes. Par exemple, j'ai ce dessin-là, parmi tant d'autres, où vous avez une jeune fille qui était venue, c'était un groupe de 4, et à l'époque je demandais aux pèlerins, je leur donnais des feuilles et de quoi dessiner, d'illustrer un peu leur philosophie du chemin, qui ils étaient, ce qu'ils attendaient de l'existence. En fait, c'était très libre, et chacun faisait ce qu'il voulait, et on en a fait tout un panneau, d'ailleurs, ça débordait un peu partout tellement nous en avons, et autant les adultes que les enfants adoraient. Et parmi ce groupe-là, donc, on avait une jeune fille très discrète qui, je me souviens, ce soir-là à table, n'avait pas beaucoup parlé, mais le lendemain, en faisant le ménage, je découvre sur la table ce dessin-là qu'elle nous a fait, qui était, enfin, pour moi, c'est magnifique, et je ne m'y attendais absolument pas. Donc, elle a laissé un petit mot de remerciement pour la soirée, rien de plus. Et la chose est qu'en faisant le ménage plus tard, j'ai trouvé un anneau d'argent, un très joli anneau d'argent, dans l'une des chambres, ce qui arrive, on va dire,
pas si souvent que ça de trouver des bijoux, mais trouver des choses, c'est courant. Du coup, je le mets de côté. Et, plus tard dans la journée ou un jour plus tard, je reçois un coup de fil. Et c'était cette jeune fille-là qui m'avait laissé le dessin et qui m'a dit bonjour Eden. Je dis ah c'est toi, je suis trop content de te voir, remercie beaucoup pour le dessin. Je dis oui, bah, c'est avec plaisir. Je voulais juste demander, j'ai perdu un objet qui m'est très cher et je ne sais pas où. Est-ce que tu n'aurais pas trouvé un anneau dans ton gîte? Je dis ben oui, justement j'en ai un. Du coup on s'arrange, je lui envoie par mail, par le courrier. Et on va dire 10 jours plus tard, j'imagine, quand elle rentre chez elle après avoir fini le chemin, elle m'envoie un deuxième dessin. Voilà, et donc ça c'est le deuxième dessin qu'elle m'envoie, on va dire une dizaine de jours plus tard. Et elle s'est dessinée elle-même avec des ailes de papillon, ce qui est encore plus proche de l'autre, où les papillons s'envolaient, mais là c'est elle-même qui... Enfin, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai senti qu'elle avait en gros adopté le gîte. Et là, entre ses mains, elle tient, elle s'est fait un collier avec l'anneau et elle le tient dans l'une de ses mains. Pourquoi est-ce que je suis venue à Cahors? En fait, j'habitais en Thaïlande pendant quelques années, mais je savais que le moment était arrivé pour revenir en France et je savais que je voulais ouvrir un gîte. Donc voilà, j'ai appris à masser les pieds parce que je me suis dit ça ferait beaucoup de bien aux pèlerins fatigués. Et puis j'avais décidé de mettre mon sac à dos puis on volait vers le chemin et là où on avait besoin d'un gîte, j'allais m'arrêter. Et ça, c'est parce que j'avais fait beaucoup de méditation et de yoga en Thaïlande et on parle beaucoup du lâcher prise, qu'on ne peut pas mieux vivre que de laisser faire la vie. Donc voilà, j'étais contente juste d'aller vers cette aventure et de lâcher prise et me laisser mener. Voilà, donc c'était mon idée, mais juste avant de quitter la Thaïlande, une amie anglaise est venue et elle est restée quelques semaines avec moi en Thaïlande et je lui montrais un jour sur l'écran les tracés à travers la France du chemin, puisqu'il y en a 4. Et quand elle a vu Cahors, elle m'a dit « mais Cahors, mais je connais Cahors. Oh mais Cahors, c'est bien Cahors. » Et elle a fait une histoire sur Cahors. Et je me suis dit, bon, ça ressemble à un signe du destin. Ok, je lui ai dit, d'accord, j'irai d'abord à Cahors pour voir si on a besoin d'un gîte. Et s'ils me disent que oui, j'y resterai. Et voilà qu'il y a 10 ans, je suis arrivée à Cahors un mois d'avril. Il faisait beau, un temps magnifique. Et la ville de Cahors était remplie de glycine et ça sentait bon, ça sentait comme un petit paradis. Et puis j'ai demandé si on avait besoin d'un gîte et l'office de tourisme a dit oui, c'est vrai, on a besoin d'un gîte. Je suis allée voir Serge qui tenait les Jacobins, qui était le seul autre gîte vraiment en ville à cette époque. Il m'a dit mais oui, c'est une bonne idée ça, nous serons 2. Donc, je suis restée avec lui quelques jours. J'ai rencontré les associations à Cahors. Il y en a une à la cathédrale, puis il y a une autre sur le pont, l'Octroi. Et tout le monde a dit, ouais, ça serait chouette, un autre gîte à Cahors. Et voilà, j'ai cherché un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, j'ai trouvé cette maison. C'est une vieille maison, elle a 900 ans, mais elle est tout près de la cathédrale et c'est vrai, elle a une âme. On sent que beaucoup de personnes ont vécu ici et on imagine qu'ils ont été heureux. Je me suis dit, oui, là, c'est bien, je vais m'arrêter ici. Et voilà, le papillon vert est arrivé sur Cahors.
Alors voilà, il y a une petite histoire assez symbolique sur le nom du gîte. Est-ce que tu connais le livre qui a été écrit par Henri Charrière, qui s'appelle Papillon? Bon, c'est un livre très connu, qui est très sympa à lire par les gens justement qui n'aiment pas lire. C'est une histoire une aventure vraie d'un homme qu'on surnomme Papillon, parce qu'il s'était fait tatouer un papillon sur son épaule. Et ça raconte comment il a été, au début du siècle, ça remonte à 100 ans en arrière, il avait été accusé à tort d'avoir tué quelqu'un. Et la punition à l'époque, c'était la prison à perpétuité sur l'île du Diable. Donc c'est une île qui est pas très loin de Cuba, au large de la Guyane française. Et les condamnés pour crimes graves étaient envoyés là-bas et vivaient plus ou moins en autarcie sur cette île. La nuit, ils devaient dormir dans l'enceinte de la prison et en journée, ils pouvaient cultiver leur potager et vivre entre eux. Donc en gros, c'est une façon de dire, bon, on n'en veut plus ces gars-là, on les met sur l'île et ils se débrouillent. Et beaucoup ont essayé de s'évader de cette île-là, mais sans jamais y arriver, parce que le ressac est tellement puissant que même si tu arrives à t'évader des murs de la prison, ou en journée tu décides de partir, tu te fais renvoyer direct sur les rochers pointus qui entourent l'île, et la plupart mouraient noyés ou déchiquetés sur les rochers. Et Papillon, qui était arrivé là-bas, c'était un Corse, c'était un gars costaud, quoi, mais qui avait dit « je suis innocent, je ne veux pas passer ma vie ici ». Et donc il a décidé de s'évader. Il y a toute une histoire là derrière, il faut lire le livre. Il s'évade, pour la première fois, c'est la première personne qui s'évade, et après il se fait poursuivre par les militaires français et les soldats de tous les pays d'Amérique centrale par lesquels il passe, jusqu'à finalement disparaître un jour. Et puis quelques années plus tard, il écrit un livre qu'il envoie à une édition en France, et il est publié, il est connu, et plus tard il se fait gracier et peut revenir en France. Ça c'est l'histoire de Papillon, qui a vécu une aventure incroyable, même d'amour, avec des indigènes dans la forêt tropicale, enfin toute une histoire magnifique. Et quel rapport avec le papillon vert et les pèlerins? Eh bien, chaque pèlerin, selon notre façon de voir, est une personne qui s'évade de son quotidien, d'un drame, d'une routine, de plein de choses, et qui a envie de lâcher prise, de s'évader, d'aller sur un chemin de liberté et se retrouver ou trouver quelque chose, une réponse, ou alors trouver l'état d'esprit qui peut lui apporter cette réponse-là. Ou alors, maintenant, tu fais le chemin pour ce que tu veux. Donc tous les pèlerins sont des évadés. Voilà. Oui, tu sais, c'est pas la première fois que j'accueille les pèlerins. Même avant d'avoir le papillon vert et avant d'aller vivre en Asie quelques années, je vivais dans le Gers. Et c'était près d'Eauze, qui est sur le chemin de Saint-Jacques. Et là, j'avais restauré une petite ferme avec mon mari qui est décédé depuis. Et je suis potière. Donc j'avais fait mon atelier là dans la petite ferme. Mais je voyais, tous les jours, je voyais passer ces gens avec leurs sacs à dos et leurs coquilles. Et finalement, un ami m'a dit, mais tu sais, ils vont à Compostelle, et m'a raconté l'histoire de Saint-Jacques et Compostelle. Voilà, donc après, à Eauze, j'ai entendu qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver des logements pour ces pèlerins. Et j'ai proposé qu'ils viennent passer la nuit dans mon atelier de poterie parce que c'était grand. Donc de temps en temps, j'avais des pèlerins. Je pensais juste avoir 2 ou 3, mais parfois quand le temps était mauvais, j'avais une vingtaine. Et surtout les campeurs qui ne voulaient pas monter leur tente quand le temps était mauvais. Et ils mettaient leur tapis de sol dans ma poterie, puis ils dormaient là, au sec, ils étaient contents. Et on était à la campagne, donc il fallait faire à manger. Et à force de passer ces soirées avec les pèlerins, j'ai vu comme c'est enrichissant, ces échanges avec les pèlerins, comme on rencontre des gens de toutes sortes et de tous les pays du monde. Et ça m'a tellement plu que plus tard, quand j'étais en Asie, je vivais en Asie, je me disais un jour, je monterai un vrai gîte. Et voilà, j'ai pu le réaliser ici à Cahors. Ouais, voilà, c'est l'histoire, mon histoire sur le chemin. Qu'est-ce qu'il y a dedans?
Parle-moi de ton monde. Ok. Je commence. Mais mon monde, c'est ma famille à Cahors, c'est le gîte, c'est mon compagnon aussi, que j'ai rencontré à Cahors. Et au début, quand je suis venue à Cahors, j'habitais carrément dans le gîte. Je m'étais gardé la petite chambre tout en haut et j'étais très heureuse là. Mais quand même, le gîte était un peu petit, quand même, juste 2 chambres, c'était pas vraiment beaucoup quand j'avais un groupe de joyeux pèlerins. Alors maintenant, j'habite dans les collines de Cahors avec mon compagnon et nous avons un jardin. Je fais pousser plein de choses. Regardez, là, ce sont des cerises qui viennent de nos cerisiers. Après, là, ça c'est plein d'herbes qui viennent de mon jardin et je les fais sécher puis je les emmène pour faire des tisanes pour les pèlerins. Il y a du tilleul que je viens de ramasser il y a quelques jours. Ça c'est de la verveine citronnée. Et ça, qu'est-ce que c'est? De la menthe. Oui, voilà. Donc, après le repas, nous faisons de bonnes tisanes et tout le monde blague et nous sommes très heureux ensemble. Et voilà, ça c'est mon monde à moi. Je peux en manger une. Mais oui, tu peux. Encore une Merci ma blanche. chérie. Alors, qu'est-ce que nous avons ici comme question surprise? 3 choses qui te rendent heureux. Ah là, ça me rend heureux quand je prends ma fille dans les bras. Ça me rend heureux quand j'ai une idée que je n'ai jamais eue et qui émoustille mon esprit. Et je suis heureux quand un pèlerin arrive avec plein de bonnes vibrations. C'est juste 3, mais je pourrais continuer, je pourrais en faire 1000. Voilà. Tu peux développer un petit peu. À développer, je réponds à ma question. Qu'est-ce qu'il y a? Alors ma petite fille me dit pourquoi tu n'as pas dit que tu es heureux quand je t'offre des cadeaux. Alors ma fille fait plein de petits dessins. Donc moi je suis heureux quand quelque chose de créatif avec des sentiments sont dedans. Donc créer quelque chose, le côté artistique, rencontrer des gens et pouvoir faire un accueil différent selon la personne, faire un repas qui reflète ton émotion du jour avec beaucoup de créativité, sans savoir exactement si le poivron ira dans une tarte ou dans une salade. Et ça peut être échanger avec ma fille des conversations sur l'existence et de ne pas regarder la télé tous les soirs. Voilà. Je sais pas trop quoi développer sans en parler très longtemps de ce genre de choses. Mais c'est ça, c'est les belles choses de la vie, ce sont des choses en fait où tu apprends tous les jours quelque chose sur ton monde et sur les gens qui en font partie. Et ça, il n'y a pas vraiment de routine à ce niveau-là. On n'a pas besoin de voyager, on peut très bien être à un endroit et découvrir tous les jours plein de belles choses. Moi je dis ça, mais j'aime bien marcher aussi. Oh, c'est une rose. C'est depuis le début, je voulais une rose. C'est moi qui... Alors, Tu veux essayer de lire? raconte-moi ta plus grande peur. Peur. Raconte-moi ta plus grande peur. Qu'est-ce que c'est qui te fait peur? Beaucoup. C'est un peu dur. Les monstres pendant la nuit, mais j'aime regarder quand même les dessins animés qui fait peur. Mais j'ai quand même peur des monstres.